Voilà, nous sommes désormais en direct et je vais tout simplement vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue. Au cours de nos précédentes webconférences, tant avec les dirigeants des institutions juives qu'avec les membres de la cellule de crise de la communauté juive, il nous est apparu que nombre d'entre vous souhaitaient avoir des réponses médicales précises. D'autant que des tests très contradictoires circulent dans les médias parfois. Donc notre rendez-vous d'aujourd'hui, en partenariat avec la MIF, la principale association médicale juive, présidée par le docteur Bruno Aliwa, est exclusivement consacré à ces échanges avec des experts médicaux et sanitaires. La MIF est d'ailleurs en première ligne depuis le début de la crise, en faisant des recommandations et en accompagnant toutes les associations, toutes les communautés, partout en France. Je vais maintenant vous présenter nos invités, éminents médecins, que je remercie de leur disponibilité. Docteur Laurent Sebag, vous êtes cardiologue à l'ICPC à Paris. Docteur Isaac Baudot, vous êtes dermatologue à Cannes. Docteur Philippe Alphon, vous êtes chef de pôle de médecine interne et maladies infectieuses à l'hôpital européen de Marseille. Docteur Alexis Astruc, vous êtes médecin généraliste, référent Covid au centre et la santé à Paris. Et docteur Georges Fabrice Blum, vous êtes gynécologue à Mulhouse et conseiller santé du député du Haut-Rhin. Merci à vous de participer à cet exercice en direct. Et je remercie également toutes les personnes qui nous ont déjà envoyé des questions. Je vous invite à vous qui suivez cette émission à poser vos questions en utilisant l'option Q et R qui se trouve sur votre écran si vous êtes sur Zoom ou en postant un commentaire sur Facebook. Je vais commencer directement par poser une question d'ordre général au docteur Alexis Astruc. Docteur, énormément d'informations contradictoires circulent sur ce virus et malheureusement, il semblerait que cela empêche une partie de la population de comprendre ce qu'est réellement ce coronavirus et la maladie qu'il provoque. Pouvez-vous nous expliquer en quelques minutes ce que l'on sait aujourd'hui de ce virus? Est-ce une grippe plus méchante que les autres? Et donnez-nous quelques éléments de compréhension avant de rentrer dans des questions plus précises. Merci Yad pour cette première question d'emblée qui me semble être probablement l'une des plus importantes. Effectivement, on a constaté, nous médecins, dès le début de cette épidémie, qu'il y avait l'apparition d'énormément d'informations contradictoires. On peut même parler de fake news, notamment relayées par les réseaux sociaux, relayées sur les groupes WhatsApp. Et c'est justement l'occasion de cet événement qu'on organise tous ensemble. C'est l'occasion de lever ces fake news et d'en détruire certaines. Et merci de me donner la parole pour commencer avec ce message d'introduction. Alors, le coronavirus, et d'ailleurs, le coronavirus, c'est l'agent infectieux, mais la maladie, on l'appelle Covid-19. C'est une maladie qui a été nommée ainsi par l'OMS. C'est une maladie qu'on connaît peu finalement, puisqu'elle a été découverte probablement courant novembre, décembre 2019 en Chine. Donc, vous vous doutez bien que c'est une maladie qui émerge, qui maintenant est très répandue, puisqu'on parle de plus de 150 000 morts à l'échelle mondiale, énormément de personnes infectées, donc on en apprend tous les jours, mais aujourd'hui, il reste encore énormément d'inconnus. Alors, Gad, je me permets de répondre à votre question. Premièrement, est-ce que c'est un simple rhume? Est-ce que c'est une grippe? Qu'est-ce que c'est finalement? Je vais essayer de donner 2-3 éléments pour nos auditeurs pour que vraiment ils soient très attentifs si jamais ils éprouvent certains symptômes. Alors, en premier lieu, je pense qu'il faut rappeler que c'est une maladie, c'est un virus qui est extrêmement polymorphe. Polymorphe, ça veut dire qu'il peut prendre différentes formes. L'une des formes les plus redoutées par les médecins infectiologues, finalement, c'est la forme asymptomatique, aussi curieux que ça puisse paraître, puisque c'est la forme où le patient n'a aucun symptôme, mais pourtant il diffuse le virus à toute la population, comme s'il était malade finalement. Alors, il est vraiment malade, mais en tout cas, il n'a aucun symptôme. Il y a aussi des formes bénignes, c'est-à-dire des formes qui s'apparentent à un rhume, avec une simple toux, parfois de la fièvre,
Il peut y avoir aussi des maux de gorge de façon plus anecdotique, des rhinorrhées de façon plus exotique, ou aussi des syndromes plus grippaux avec des courbatures, des fièvres et autres. Et ça, il faut rappeler que c'est 80% des cas. Voilà. Je pense que ça, c'est l'info, qu'on entend parler du coronavirus et de la maladie Covid-19 sur les formes réanimatoires, sur les formes hospitalières. En pratique, 80% des formes sont bénignes. C'est pour ça qu'il est très important de consulter son médecin dès l'apparition de symptômes, même bénins. Et on aura l'occasion de parler des symptômes plus particulièrement. Par exemple, on aura l'occasion de dire que la fièvre est souvent absente. En tout cas, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de fièvre qu'il n'y a pas de coronavirus. Alors, merci pour ces précisions. Je vais poser une question au docteur Sebag, qui est cardiologue et qui peut peut-être nous expliquer quels sont ces profils de personnes à risque. Et j'ai une deuxième question dans la question. Ces profils de personnes à risque sont assez inquiètes dans la mesure où certaines d'entre elles sont sujettes à des maladies chroniques. Et donc, peut-être pouvez-vous expliquer à ces personnes comment réagir, comment suivre leur traitement malgré le confinement. Donc, les deux questions sont assez liées. Bonjour, merci. Alors, comme l'a dit le docteur Astruc, c'est une pathologie qu'on connaît très mal, puisque on a découvert, on a eu un peu l'expérience des Chinois, des Italiens qui étaient avant nous, mais on se rend compte que on ne maîtrise pas tout. Et aujourd'hui, en médecine, on avance par tatillon, et puis finalement, on se rend compte qu'on dit des choses, et puis parfois, on va se contredire parce qu'entre-temps, on a appris des choses. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait sur les patients qui sont atteints de Covid-19 aujourd'hui? En France, c'est plutôt des hommes, 2 tiers d'hommes par rapport à 1 tiers de femmes. C'est surtout des personnes âgées. Les personnes âgées sont beaucoup plus à risque que les jeunes. 78 à 80% des patients atteints de Covid sont des personnes de plus de 70 ans. Il y a beaucoup de pathologies associées, et plus on a de pathologies associées, on va les détailler un peu plus tard, et plus on a un risque de Covid, et plus c'est grave, on discutera aussi un petit peu après. Des patients diabétiques, il y a 10% des patients qui ont le Covid-19 qui sont diabétiques. Les patients qui ont déjà une pathologie pulmonaire sont plus à risque que les autres, bien sûr, puisque le tropisme du virus est pulmonaire, il atteint essentiellement les poumons. Et donc, on comprend facilement que si on a déjà une pathologie pulmonaire, ça va être beaucoup plus grave. Et on sait par exemple que les patients qui sont sous oxygène ou les patients qu'on appelle BPCO, bronchito chronique, ont 4 fois plus de risque d'avoir le Covid que les autres. Et on le verra aussi dans la gravité, c'est beaucoup plus grave quand ils arrivent en réanimation et avec beaucoup plus de mortalité dans cette catégorie. Au niveau cardiovasculaire, c'est également une des pathologies les plus importantes chez les patients atteints de Covid, avec plus d'infarctus, avec plus de Covid chez les patients qui ont fait déjà des infarctus, qui ont des artérites, qui ont fait des accidents vasculaires cérébraux. Il y a plus de 25% des gens qui ont une hypertension artérielle. Il y a bien entendu une gravité plus importante chez les patients qui sont immunodéprimés, qui ont eu des antécédents de cancer, qui sont actuellement sous traitement immunosuppresseur pour des chimiothérapies ou d'autres pathologies auto-immunes associées. Chez les patients en insuffisance rénale, qui sont dialysés, qui sont beaucoup plus à risque que les autres, bien sûr. Et donc dans toutes ces populations-là, c'est des patients chez qui on a une prédominance, où on a plus d'atteintes de Covid. Alors, il y a des controverses. Chez les patients fumeurs, anciens fumeurs, il semblerait que certaines études disent qu'effectivement, le taux est plus important. Et chez certains fumeurs actuels, il y a une étude qui dirait que c'est un peu moins important. Donc, ça sera à préciser un petit peu plus tard. Les cirrhoses hépatiques, bien sûr, c'est des choses qui sont plus importantes. Et puis, il y a des choses qui ne sont pas claires encore. Les groupes sanguins, est-ce qu'il y a le groupe sanguin A serait peut-être sur une étude plus à risque que les autres. Mais globalement, voilà à peu près les pathologies et les sujets qui sont plus à risque. Alors, une fois que les patients sont à risque, il y a la gravité de leur état, c'est-à-dire qui on retrouve en réanimation. Donc, parmi toutes ces pathologies, bien sûr, plus on a de comorbidité, alors je dirais plus on est âgé, mais malheureusement, ou heureusement, enfin bon, c'est aujourd'hui en réanimation, les gens en moyenne, ils ont 60 ans. C'est parce que la pathologie touche ces gens-là, mais on prend en réanimation en priorité les gens un peu plus jeunes. Donc la moyenne, c'est 60 ans, 2 tiers d'hommes, comme on a dit. Et puis, dans les pathologies associées, il y a 35% de pathologies cardiaques associées, 25% de pulmonaires et une 30% de diabétiques, avec des mortalités
qui sont en fonction de ces pathologies-là. Alors maintenant, si on veut aller plus loin sur les... alors, il y a aussi des gens qui n'ont aucune de ces pathologies, qui sont plus jeunes et qui n'ont quasiment pas de comorbidité, mais cela, ça représente moins de 1% du pourcentage des patients. Je ne sais pas si vous voulez que je continue tout de suite. Non, je voudrais que vous indiquiez à ces personnes qui, par ailleurs, ont des maladies chroniques, qui sont suivies habituellement par leur médecin, leur généraliste, leur spécialiste, soit pour des traitements de maladies cardiaques, soit pour des diabètes, etc., et qui hésitent aujourd'hui à rendre visite à leur médecin. Comment peuvent-elles poursuivre ce suivi qui est indispensable, je crois? Merci pour la question, c'est essentiel et à mon avis, c'est un des plus importants messages qu'on a à passer. Il faut surtout savoir que ces patients qui ont ces pathologies-là sont à risque de développer une forme très sévère de Covid et se retrouver en réanimation. Donc, il faut être beaucoup plus vigilant. D'accord ? Il faut d'abord respecter les mesures de confinement et essayer de sortir le moins possible. Mais même si on va déprogrammer les consultations de suivi qu'ils ont avec leur médecin, leur cardiologue, leur médecin traitant, si ce n'est pas urgent, il ne faut surtout pas laisser passer des pathologies comme encore, on m'a appelé ce matin pour un patient de 50 ans qui avait des douleurs à la poitrine depuis une semaine et qui a fait un infarctus massif parce qu'il n'a pas osé consulter, il n'a pas voulu aller à l'hôpital. Et donc ça, c'est plus possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'activité de cardiologie, elle a diminué, est devenue quasiment un peu de chagrin. C'est pas parce que les gens sont moins malades, c'est parce qu'ils ne consultent plus. Et là, il y a une vraie alerte. Il faut vraiment que les gens qui ont des symptômes, qui ont des douleurs à la poitrine et des essoufflements, des palpitations, des choses qui ne sont pas habituelles, il faut qu'ils consultent. Alors aujourd'hui, je sais que le docteur Astrou va vous en parler après, il y a des téléconsultations. Oui, il est spécialiste de la téléconsultation et il nous expliquera que c'est indispensable que de poursuivre sa relation avec le médecin au travers de l'écran si on ne veut pas être fragilisé par des visites extérieures. Exactement. Donc aujourd'hui, quasiment tous mes confrères en cardiologie, en médecine générale, ça s'est vraiment répandu et c'est une bonne chose parce que ça va aussi changer nos pratiques dans l'avenir. Mais la téléconsultation, c'est une très très bonne chose. On peut facilement renouveler des ordonnances, discuter avec les gens, les voir en plus. Donc ça donne beaucoup de renseignements. Ce qui n'empêche pas de prendre les patients en présentiel si on en a besoin par la suite, bien sûr. Mais aujourd'hui, c'est vrai que la première barrière, c'est de passer par une téléconsultation qui nous permettra de savoir s'il y a urgence ou pas à rencontrer la patiente pour l'examiner. Mais surtout, le message qui est clair, si vous avez des douleurs à la poitrine, si vous êtes essoufflé de façon anormale, si vous faites des malaises prolongés, il faut absolument, vous faites le 15 sans hésiter. Aujourd'hui, il y a des circuits, on aura l'occasion d'en reparler par la suite, qui sont Covid. Par exemple, nous, à la clinique, on a un circuit Covid, un circuit non Covid. Les gens ont peur de venir... Pour éviter les contaminations, bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est... OK. Alors, je vais enchaîner avec une question pour le docteur Philippe Alphon, qui est biologiste, spécialiste de virologie, et qui la question, docteur, est liée aux tests. Évidemment, on en parle de plus en plus de ces tests. Beaucoup de personnes souhaiteraient se faire dépister, soit parce qu'elles ont eu certains symptômes et veulent une confirmation d'être atteintes par le virus, soit parce qu'elles ont été exposées au virus via des proches. La rareté des tests aujourd'hui fait qu'ils sont réservés uniquement aux patients, dans les hôpitaux, au personnel soignant, aux membres des EHPAD. À l'approche d'un déconfinement progressif, quels sont les enjeux autour des tests? Je crois qu'il y a plusieurs types de tests. Et est-ce que nous aurons bientôt ces tests? Est-ce que nous en aurons suffisamment pour que chacun puisse se faire tester? Docteur. Alors, un instant, docteur. Je crois que je n'ai pas ouvert votre micro et j'en suis désolé. Vous avez la parole. Très bien. Bonjour à tous. Merci pour votre invitation. Donc, c'est une question fondamentale parce que ce virus est mystérieux et machiavélique et n'a pas encore donné tout ce qu'on pouvait savoir sur lui. Et la partie diagnostique est aussi très frustrante parce que
les tests qu'on a actuellement ne permettent pas un diagnostic formel de cette infection. Et parfois, il va falloir coupler un test avec un scanner ou des signes cliniques pour pouvoir arriver au diagnostic de la maladie à coronavirus. Et ça, c'est vraiment extrêmement fondamental. Aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qu'on a comme test? On a ce qu'on appelle, on peut détecter le génome viral avec, vous avez dû le voir, avec un prélèvement nasopharyngé, d'ailleurs, qui est douloureux, qui est horizontal, qui doit être extrêmement bien fait, qui permet de détecter le virus. La problématique, c'est que ce test n'est positif que dans 60 à 70% des cas. Ce qui fait que 30 à 40% des patients vont être faussement diagnostiqués négatifs, ce qui est vraiment insupportable pour un test, parce qu'on s'attend à avoir un test fiable pour pouvoir réaliser un diagnostic d'une infection comme ça se passe habituellement, mais ce n'est pas le cas. Donc, ce qui fait que, et ce pourquoi? Alors, soit parce que le prélèvement n'est pas correctement fait, soit parce qu'au début de l'infection, selon le stade de la maladie, il y a au départ une infection des voies aériennes supérieures et ensuite le virus descend au niveau de la sphère pulmonaire et est très peu détecté au niveau des voies aériennes supérieures. Donc, par rapport à ce test, aujourd'hui, ce test, je vais parler de la disponibilité des tests, qui est un autre sujet. Mais vous m'avez parlé aussi des tests sérologiques dont on attend beaucoup actuellement. Et donc, je vais m'attarder quelques minutes, 3 minutes sur le sujet. Il faut savoir qu'en fait, on va pouvoir distinguer à la fois, il faut que ces tests, pour qu'ils soient bons, soient à la fois sensibles, c'est-à-dire qu'ils puissent détecter la présence du virus ou des anticorps produits par le virus chez tous les patients infectés. Il faut qu'ils soient spécifiques, c'est-à-dire qu'ils détectent que ce coronavirus et pas d'autres virus, pas d'autres coronavirus anciens. Et puis, il y a une notion de cinétique et aussi de signification des tests. Ces anticorps sont neutralisants. Donc, il faut juste savoir qu'actuellement, sur la partie justement technique des tests, elle est actuellement en évaluation. Il y a énormément de tests qui sont proposés, dont la Haute Autorité de Santé est en train d'évaluer tous ces tests à la fois qui sont rapides, peuvent être faits au bout du doigt ou vont être faits en laboratoire et pour examiner leur fiabilité. Parce que, évidemment, si un test ne permet pas de détecter, on va avoir une fausse information, une mauvaise information. En termes de cinétique également. Docteur, je vous interromps un instant, excusez-moi, mais il apparaît que certains pays disposent déjà de tests qu'ils ont généralisés. Je pense en particulier en Israël, où il y a même des bornes dans les rues qui sont disponibles. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas utiliser ces tests déjà développés par des spécialistes dans d'autres pays? Alors, on en revient en test. Je n'avais pas terminé, mais en Israël, ils ont testé 8 tests, 2 venant d'Europe et 6 venant de Chine, chez 400 patients qui avaient le coronavirus. Ils en ont sélectionné 2 pour des performances diagnostiques, ce qu'ils ont estimé. C'est-à-dire qu'ils pouvaient détecter réellement tous les patients infectés et qu'ils détectaient que ce type de coronavirus. Ce travail, en fait, est en train d'être fait également. Et il faut savoir que la fiabilité de tous les tests n'est pas équivalente, même en Israël ou ailleurs. Mais plus que ça encore, c'est qu'est-ce que vous attendez d'un test? Aujourd'hui, tout le monde demande je veux faire mon test sérologique. Le test sérologique va simplement dire, quand il va être fait à distance, des symptômes à peu près entre 1 semaine, 15 jours, voire 3 semaines, après que les symptômes, selon le type de test et la sensibilité du test, je ne vais pas entrer dans le type d'anticorps IgG ou IgM, qui seront détectés, mais vont pouvoir simplement témoigner si le patient a été en contact avec le virus. C'est simplement cette information qui sera donnée. L'autre information fondamentale, c'est est-ce que ces anticorps vont être protecteurs? Est-ce que réellement une personne qui a été infectée, dont on va avoir des anticorps positifs, va être protégée contre une infection à coronavirus? Et ça, c'est la question fondamentale. Aujourd'hui, on manque de données sur cette information. On a une étude chinoise qui vient de sortir il y a peu de temps, le 6 avril, qui montre que sur 175 patients, ils ont regardé les anticorps protecteurs et ils ont remarqué que finalement, la majorité des patients, 60-70%, avaient des anticorps protecteurs et que 30% des patients avaient des taux très faibles. Et que finalement, les patients qui avaient le taux le plus important étaient plutôt les personnes de la tranche de 40-60 ou 60-80. C'est-à-dire que tant mieux parce que ce sont les patients finalement qui sont le plus à risque de développer une maladie grave, comme ça a été dit précédemment.
Et donc, c'est simplement pour vous dire que la notion de contact avec le virus qui va témoigner par des anticorps qui seront détectés par un sérologique n'est pas équivalente à la présence d'anticorps protecteurs quand on est en train d'évaluer ceci. Enfin, la disponibilité des tests, c'est important. Je pense que d'abord, il va falloir répéter les tests et qu'un test sérologique ne permet absolument pas de déterminer si un patient est contagieux ou pas. Il va falloir continuer à faire des tests de PCR qui vont pouvoir être faits dans différents laboratoires. Le gouvernement a choisi de ne pas faire comme dans certains pays un dépistage de masse. Il a choisi au départ de confiner dans certains centres hospitaliers universitaires et ensuite, secondairement, accéder aux laboratoires de ville qui ont pu faire ces tests au fur et à mesure. Et actuellement, il a ouvert également aux laboratoires vétérinaires et à tous les laboratoires de recherche INSERM et autres pour pouvoir démultiplier la production de tests parce qu'elle va être très importante. Et ce n'est pas parce qu'on aura un test sérologique qu'on va s'abstenir de faire un test de détection directe du virus. Voilà. D'accord. Donc, en fait, en somme, l'état des connaissances est encore insuffisant, mais tout le monde est au travail pour développer ces tests. Et de toute façon, vous l'avez dit, et les intervenants depuis le début, ce virus est extrêmement complexe et nous en apprenons tous les jours. Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut être très modeste. Et chaque jour est un jour nouveau, avec des publications internationales qui nous apprennent énormément de choses. Et donc, je pense que ces tests seront bientôt disponibles. On va dire d'ici la fin du mois ou début du mois prochain, on aura des tests qui seront validés, des tests qui pourront réellement donner une information, qui pourra être utilisable cliniquement, qui pourra dire la personne a été en contact avec le virus, elle est sans doute immunisée. Et donc, cette personne-là, en termes de déconfinement, c'est extrêmement important. C'est un casse-tête, comme ça a été dit par le docteur Sebag, dans les hôpitaux, parce que l'activité est en train de reprendre. Et donc, on a mis en place des stratégies pour pouvoir justement essayer de dépister à la fois les soignants, mais également aussi tous les patients avant qu'ils rentrent pour éviter des contaminations. Donc, c'est un véritable enjeu important. Merci, docteur. Je vais demander à Jean-François, qui est à l'écoute des questions du public, de proposer une question. Jean-François ? Oui, nous ne connaissons pas encore très bien les complications à long terme du Covid-19. Pensez-vous que les personnes infectées et guéries garderont des séquelles de cette maladie? Comment va s'organiser le suivi des séquelles et des séquelaires? Alors, ça, c'est une question, j'imagine, complexe. Je vais peut-être donner la parole au docteur Blum, Georges Fabrice Blum, qui a un regard particulier dans la mesure où il participe à l'organisation des réponses apportées, y compris au niveau politique et au niveau du système médical par rapport à ce virus. Docteur Blum, est-ce que, avant de répondre globalement sur ce que font les politiques ou quelles sont les stratégies politiques pour répondre à cette crise, peut-être vous pouvez répondre à cette question bien précise sur est-ce qu'il y aura des séquelaires de cette crise sanitaire et est-ce qu'il y a des actions précises qu'il faut faire pour gérer ces situations? Bonjour à tous, bonjour Gad, je vous remercie de me donner la parole. Oui, en effet, nous sommes déjà dans l'après-crise. Alors c'est certes, la crise n'est pas terminée, vous le savez bien. Le déconfinement progressif va être mis en place, et vous le savez bien, aux alentours du 11 mai. Mais nous travaillons déjà dans la rééducation des gens qui sortent maintenant des services de réanimation. Nous avons eu la chance, entre guillemets, à Mulhouse est un cluster, donc nous avons un peu d'expérience, un peu plus que le reste de la France, suite à un rassemblement, comme vous le savez, religieux dans la région au mois de février dernier. Et nous avons eu une grosse vague donc, de personnes infectées. Donc, cette phase de réadaptation commence à se mettre en place. Elle va démarrer dès mardi prochain. Donc, nous sommes à J-2, -3 de cette réhabilitation des gens. Les centres de rééducation de la région, dans notre région, sont déjà prêts et armés pour recevoir les patients qui, certes, auront des séquelles. Ils vont être dénutris lourdement,
ils vont être fortement dépendants d'oxygène encore, pour certains encore intubés, et il faudra rééduquer leur voix, il faudra rééduquer le système neurovégétatif, le système musculaire en général, et ce n'est pas sans complications, certes pour l'avenir. Ces gens ont quand même passé souvent 15 jours, 3 semaines intubés avec des trachéotomies lourdes ou des trachéotomies beaucoup plus légères qu'ont mis en place le système de l'armée qui avait mis un hôpital de campagne, l'EMR, du SSA à Mulhouse. D'accord. Monsieur docteur Sebag, sur le suivi, je crois savoir que dans les cas d'hospitalisation, etc., il y a souvent une phase de rééducation dont parlait d'ailleurs le docteur Blum. Est-ce que le système hospitalier aujourd'hui est prêt à accueillir cette augmentation notable de malades qui vont sortir de l'hôpital, et heureusement, et qu'il faudra accompagner soit dans des centres de rééducation, soit chez eux? C'est une très bonne question. Et comme l'a dit le docteur Blum, effectivement, il a fallu faire face à cette montée en puissance d'ouverture des réanimations. Et nous, par exemple, dans nos cliniques, on n'avait pas de réanimation du tout. On est obligé d'ouvrir plusieurs lits de réanimation avec des services Covid entiers qui étaient des post-réanimation et des pré- et post-réanimation. Aujourd'hui, c'est vrai que ça commence à diminuer un petit peu, mais on n'est pas du tout, par exemple, des établissements habilités à faire de la réadaptation qui sera bien entendu nécessaire, comme tous les patients qui passent en réanimation. Et derrière, il faut organiser la réadaptation, puisque les muscles fondent, puisqu'il faut, il faut absolument rétablir une stature. Souvent, les gens ont perdu des dizaines de kilos, beaucoup de kilos en tout cas. C'est souvent des patients qui étaient obèses aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a aussi l'obésité qui est importante dans les facteurs de risque. Donc, c'est des gens qui perdent beaucoup de muscles et qu'il va falloir remettre debout, et ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et forcément, je ne crois pas qu'aujourd'hui, on soit en mesure d'accueillir tous ces patients en réadaptation. Il va falloir, un peu comme il s'est passé pour les réanimations, il va falloir ouvrir des services de réadaptation pour pouvoir prendre en charge ces patients. D'accord. Alors, on s'en occupe. Alors, je vais passer la parole au docteur Baudot. Pardon, docteur? Docteur Bodoc. Oui, docteur Bodoc, excusez-moi. On a abordé la question des symptômes. Le docteur Astruc les a précisés, ainsi que le docteur Alphon, ainsi que le docteur Sebag, pardon. Il semble qu'il y ait l'apparition de nouveaux symptômes assez régulièrement. On voit apparaître des symptômes. Ça a été le cas de troubles du goût et de l'odorat à un moment. Et puis aujourd'hui, on parle de plus en plus de symptômes nouveaux autour d'irruptions cutanées ou de symptômes dermatologiques. Que pouvez-vous nous en dire? Bonjour. Le principal symptôme, c'est la dermite des méningères. En fait, les patients, et c'est normal, se lavent extrêmement souvent les mains. Et c'est très important, il faut qu'ils le fassent. Et là, on a des patients qui ont des mains très abîmées. Donc, je suggère déjà d'utiliser des savons doux à ces patients et de mettre des crèmes hydratantes et bien sûr d'utiliser le plus tant faire se peut des solutions hydroalcooliques pour préserver leurs mains parce que ça donne des micro-fissures et des complications peuvent apparaître. Alors, ce dont on parle aujourd'hui, ce sont des manifestations cutanées qui ont été rapportées d'abord par Recalti. C'est en Italie, c'est l'arbitre de l'ECHO, où il a examiné à peu près 150 patients et il trouve que 20% d'entre eux, c'est beaucoup, ont des symptômes cutanés. Alors, c'est intéressant parce que comme avec l'anosmie ou la gueusie, c'est souvent des sujets qui sont très peu symptomatiques. C'est-à-dire, ils vont très bien. Et alors, quels sont ces symptômes? Ce sont des éruptions cutanées à type de rash, des vésicules parfois, des formes urticariennes, dans la majorité des cas. Et c'est le premier, c'est Recalti, c'est un Italien dans l'ECHO qui a découvert ces cas. Et puis très rapidement, à Mulhouse d'ailleurs, et ensuite, ça a été rapporté par le syndicat des dermatologues et la Société française de dermatologie, où on a de très nombreux cas d'acrosyndrome et des macules du visage. Les acrosyndromes, c'est donc des doigts qui sont un peu bleutés, rougeâtres, avec des petits nodules parfois, mains et pieds.
et là encore chez les sujets jeunes qui sont en parfaite santé. Alors, c'est très intéressant parce que ce symptôme, cet acrosyndrome et ces lésions cutanées du visage arrivent souvent un peu tardivement. Et pour revenir à la question des tests, et quand on fait des prélèvements sur ces acrosyndromes qui sont très nombreux, à Cannes, pourtant il n'a pas fait très froid, on en a eu quelques-uns, à Mulhouse, ils l'ont décrit énormément, à Paris aussi. Donc c'est vraiment, quand on regarde les chats, on voit de très nombreux acrosyndromes rapportés. Alors la particularité de ces acrosyndromes, on est pratiquement sûr que c'est de manière concomitante, parce qu'il n'a pas fait trop froid, au Covid-19. Donc ces acrosyndromes, quand on les a testés par PCR, puisque la technique de sérologie n'est pas présente, une partie d'entre eux était déjà négative, comme pour les phénomènes vasculaires. On sait que la gravité de ces syndromes, c'est l'emballement, l'inflammation, le côté vasculaire qui entraîne les embolies pulmonaires, qui entraînent les patients bien sûr qui décèdent. Donc, cet emballement inflammatoire qui se produit lors de la deuxième phase du Covid-19 qui arrive vers le 10e, 12e jour, et là, quand on fait les prélèvements, on ne trouve pratiquement plus de virus. Bien sûr, il y a des faux positifs, mais aussi, donc, ces patients, ils ont déjà des anticorps qui apparaissent. C'est probablement une réaction à des super-antigènes, donc ils font des anticorps et ils déclenchent ces acrosyndromes. Alors, on a besoin de sérologie, effectivement, pour tous ces gens qui ont des acrosyndromes, et pour dire, ben oui, effectivement, l'acrosyndrome est secondaire au Covid-19. Et bien sûr, pour nous, c'est de dire, ben voilà, dans cette famille, c'est souvent des sujets jeunes, il y a un acrosyndrome, il y a une manifestation cutanée, il y a un urticaire, et on va pouvoir trouver dans la famille, dépister des atteintes du Covid-19 et pouvoir les isoler. Parce que le plus important, comme a dit dès le départ le docteur Astruc, c'est que dans la majorité des cas, on ne... Alors, on a perdu le docteur Bodoc. Je vais rebondir avec le docteur Alphon sur une question extrêmement simple. Vous êtes à Marseille, le docteur Bodoc est à Cannes. Est-ce que cette idée que l'approche des beaux jours, l'augmentation de la température, a un impact sur le développement de ce virus? Est-ce que c'est réel ou pas? Alors, je voulais juste revenir sur la question en fait de ce qui a été posé et vous donner aussi notre expérience sur le suivi de l'infection du post-coronavirus. Ce qu'on a mis en place, nous, c'est un parcours de soins pour les patients parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on s'aperçoit qu'il existe une sorte de syndrome de fatigue chronique après l'infection par le virus. Donc, nous, on a mis en place un parcours de soins multidisciplinaire et transversal avec à la fois une approche neuropsychologique, cardiologique, ORL, radiologique, pneumologique, virologique, étude du microbiote. Parce qu'en fait, on s'est aperçu que, vous savez, il y a d'autres pathologies comme la maladie de Lyme, où il y avait des syndromes post-Lyme qui n'avaient plus rien à voir avec l'agent infectieux, comme ça a été dit précédemment, où en fait, l'agent infectieux n'est plus là, mais en fait, les symptômes, la réaction inflammatoire et immune qui est délétère va perdurer dans le temps. Et donc, pour ces patients, en fait, il est prévu, pas pour tous évidemment, de les accompagner dans un parcours pluridisciplinaire pendant 2 ans. Alors, pour revenir à votre question, franchement, on n'en sait rien. Si c'est un virus comme les virus de la grippe qui est saisonnier, d'ailleurs son nom, influenza, ça voulait dire saisonnier, vous savez, on n'en sait rien, c'est avec les beaux jours. En tout cas, ce qu'on sait, ce qui a été souligné d'ailleurs par Didier Raoult hier et avant-hier, c'est que ce qu'on observe, en tout cas nous, dans le sud, à Marseille, c'est réellement une diminution de la vague épidémique, mais simplement qui est due au confinement, parce que des mesures ont été prises plus précocement que d'autres départements. Et donc, c'est vrai que le nombre d'entrées aux urgences et le nombre de patients hospitalisés ou en réanimation est en baisse, comme il est partout en France.
D'accord. Vous avez cité, docteur Alphon, le nom du professeur Didier Raoult, avec lequel vous travaillez, vous collaborez. Il y a une discussion assez vive autour du traitement à base de chloroquine, ou plutôt d'hydroxychloroquine, je crois, prôné par le professeur marseillais. La chloroquine est-elle ou non l'arme absolue, l'arme suprême contre le Covid-19, et pourquoi les spécialistes sont-ils divisés sur le sujet? J'ai combien de temps? Éclairez-nous. Quelques minutes. Ok, quelques minutes. Donc la chloroquine, bien sûr, c'est un agent qu'on connaît depuis très très longtemps, peut-être 50, 60, 80 ans, qui a été d'ailleurs utilisé, un dérivé de la quinine, pour traiter la malaria, le paludisme. Donc c'est un agent qu'on connaît depuis très longtemps et ensuite qui a été recyclé dans énormément de pathologies, notamment des pathologies auto-immunes, le lupus, certaines sclérodermies, certaines vascularites, polyarthrite rhumatoïde et autres qu'on connaît déjà. En fait, dans son rôle, il agit en agissant sur l'hôte, sur une membrane qui s'appelle le lysosome, un organelle dans la cellule. Et ce qui est de particularité sur les gens infectieux, c'est que normalement, en fait, il y a un processus, pour rentrer dans le détail, qui s'appelle l'autophagie, et en fait que certains virus détournent à leur profit, comme le coronavirus et comme certains parasites. Et qu'est-ce que fait la chloroquine? Comme elle perturbe cette membrane de ce lysosome, elle va bloquer la réplication de ce virus. Donc ça, c'est juste pour l'aspect un petit peu plus fondamental, pour que les gens comprennent comment on est arrivé depuis le paludisme aux maladies auto-immunes et comment on arrive à traiter le coronavirus de manière très succincte en 1 minute. Après, le reste, c'est que, évidemment, les Chinois, donc il fallait d'abord tout tester. Les Chinois l'avaient testé parce que in vitro, effectivement, nous, on l'a démontré aussi, je l'ai démontré dans mes expérimentations, on a démontré que la chloroquine ou l'hydroxychloroquine, ce n'est pas le sulfate, donc c'est la forme hydroxylée qui est mieux tolérée, en particulier au niveau digestif, agissait comme antiviral contre le virus. Donc il y a une vraie action antivirale, mais également immunomodulatrice. La question est de savoir, est-ce que réellement le traitement est efficace ou pas? Donc les Chinois ont d'abord testé, bien avant Didier Raoult, ont testé ça dans différentes cohortes, et avec des résultats qui semblaient intéressants, mais qui n'étaient pas en fait des études réellement, comme on appelle des études randomisées, avec des bras contrôles, où on permet de dire que c'est vraiment le traitement, et ce n'est pas la chance ou l'histoire naturelle de la maladie qui fait que finalement, c'est le traitement qui marche, ou alors c'est le système immunitaire qui se débarrasse du virus. Ce qu'a fait Didier Raoult, c'est qu'il a pris une cohorte de patients, de 20-26 patients au départ, et il a démontré que 6 jours après son traitement, le groupe qui avait reçu le traitement avec l'azithromycine, il détectait moins de virus que dans un autre groupe, mais ce n'était pas un groupe contrôle, c'était une petite étude. Pourquoi il y a eu ce débat là-dessus très important? C'est parce que, évidemment, l'étude n'était pas une étude comme on le fait habituellement, parce que ce qui est très compliqué dans cette maladie à coronavirus, je crois que c'est qu'il y a plusieurs phases, et que c'est vrai que la première phase est une phase d'agression virologique, où soit le système immunitaire arrive à se débarrasser du virus, soit il n'arrive pas. S'il n'arrive pas à se débarrasser du virus, à ce moment, on rentre dans une deuxième phase, qui est une phase où l'immunité devient délétère, où il y a ce qu'on appelle un storm cytokinique. Et en fait, il y a une agression de l'organisme qui entraîne toutes les lésions et la gravité de la maladie. Selon en fait la phase où on administre le médicament, et là en fait on est en train d'affiner énormément pour les différents traitements, pour les indiquer dans différentes phases du virus, parce que certainement c'est pas n'importe quel médicament qui va pouvoir être donné dans différentes phases. Pour revenir à cela, évidemment c'est très compliqué parce que les patients sont très différents, très disparates, et c'est très difficile d'évaluer correctement une thérapie. Donc en conclusion, il y a des études prospectives qui sont en train d'être menées, avec des bras contrôle qui permettront peut-être de répondre à la question. D'accord, donc pas de réponse. Et vous dites que malgré cette étude publiée avec près de 1000 cas, je crois, par le professeur Raoult, nous en sommes encore en recherche. Et donc, est-ce que ça peut expliquer aujourd'hui cette frilosité des autorités sanitaires d'autoriser la prescription de la chloroquine, y compris en dehors du milieu hospitalier ? Alors, aujourd'hui, malheureusement, il y a eu un débat qui a été très délétère, qui a opposé la communauté médicale et scientifique, c'est bien dommage, avec des prises de position politiques
qui ont fait qu'en janvier a été décidé, lorsque j'en discutais hier avec le docteur Alexis Astruc, qu'en janvier a été décidé que le Plaquenil a été réservé simplement à une prescription hospitalière. Et actuellement, il est réservé uniquement aux cas graves. La deuxième partie, ce qui n'est sûrement pas la meilleure fenêtre pour pouvoir traiter les patients. Et on aurait mieux fait de traiter les patients au tout début, comme je l'ai dit, de la première phase de la maladie. Donc aujourd'hui, il y a malheureusement une restriction à cette prescription. Alors, je pense que c'est un autre débat politique qui a eu lieu parce que donc, il y a une polémique très importante qui est née en France, qui a fait avec des pour et des contre, et ça a généré une décision politique. D'accord. J'ai compris que le sujet était encore très sensible et je vais, avant de redonner la parole au docteur Blum pour qu'il rebondisse un petit peu sur ces éléments plus larges de politique sanitaire en France, je vais redonner la parole au docteur Bodoc qui a été coupé un instant pour rebondir sur ces aspects autour des symptômes dermatologiques qu'il rencontre, en tout cas en tant que praticien aujourd'hui. Oui, donc je ne sais pas à quel moment j'ai été coupé, mais je voulais juste rebondir sur ce que vient de dire le docteur Alphon. Peut-être que, je crois, quand on écoute bien M. Raoult, peut-être qu'il a vraiment dit, et c'est ce qu'il faut dire, c'est que l'importance de ce traitement, c'est la diminution de la charge virale et la diminution du risque de contagion. Et il a bien prouvé dans son premier travail, on a un effondrement de la charge virale, donc probablement moins de contagion et moins de cas graves. Et ce qui a été présenté par la presse et lancé énormément, c'est dire qu'il va guérir les patients. Oui, la guérison arrive parce qu'il y a moins de charge virale. Mais je ne suis pas persuadé que ce qu'a présenté Raoult, en tout cas ce que j'ai cru comprendre et ce que j'ai lu dans la presse, c'est un traitement qui va guérir les cas graves. Non, c'est vraiment, d'ailleurs, quand on regarde les essais cliniques qui ont été rapportés, il y a même, je crois que le premier essai sur l'hydrochloroquine et la chloroquine, c'était il y a presque 8 à 10 ans avec le SRAS, où ils l'utilisaient pratiquement comme désinfectant. Et ensuite, il y a eu l'autre travail récent qui a été fait, qui a montré qu'il y avait une action pour diminuer la charge virale. Donc, et c'est ce qu'a fait M. Raoult. C'est ce que j'ai pu comprendre dans ses publications, dans ses résultats, mais j'aurais bien voulu écouter ce qu'il a montré clairement, que le but de ce traitement n'est pas de traiter les formes graves, mais de diminuer la charge virale des patients. Voilà, donc c'est ce que je vais rebondir là-dessus. Vous avez présenté. Si je comprends bien, et j'embraye avec je repasse la main au docteur Blum, mais si je comprends bien, il y a également un débat plus large sur la question de la pratique scientifique en temps de crise. Est-ce que ces études, parce que nous sommes en crise, doivent passer par des processus un peu spécifiques, ou est-ce qu'il faut garder le cadre normés que nous connaissons et qui garantissent évidemment la qualité des résultats. Mais avons-nous vraiment le temps, hein? Globalement, c'est un petit peu le sujet aussi en arrière-plan de cette question-là. Alors, avant de donner la parole au docteur Blum, qui finalement est en première ligne sur cette dimension un peu de stratégie politique, parce que vous conseillez le député du Haut-Rhin, vous êtes dans la cellule de crise. De ce point de vue, vous avez évidemment accès à l'ensemble des acteurs politiques qui gèrent cette crise. Que pensez-vous de cette stratégie ? Qu'avons-nous bien fait? Qu'avons-nous mal fait? Que devons-nous faire aujourd'hui? Et, y compris, Dr Blum, ne pas éluder cette question de la recherche scientifique. Est-ce que les pouvoirs publics ont conscience qu'il faut adapter les process aujourd'hui? Alors, vous avez parfaitement bien résumé ce qui vient de se passer et la qualité des interventions il y a quelques instants atteste donc de cette réflexion. Nous sommes bien dans un état de crise, comme l'a dit il y a quelque temps le président de la République quand il est venu inaugurer l'établissement militaire de réanimation à Mulhouse, et il faut changer la façon de gérer la chose. On est dans une gestion tout à fait normative de la santé en France, avec différentes hiérarchies de décisions
qui est, à mon avis et à l'avis des experts, tout à fait néfaste. Les autorités de santé ont mis en place un ministre de la Santé et en dessous des ARS, les agences régionales de santé, qui sont, à mon avis, et d'après les experts en général en France, complètement déconnectés de la réalité des choses. Nos voisins allemands l'ont prouvé et ils ont fait des tests beaucoup plus importants, ils ont beaucoup plus de matériel de réanimation, pour donner des chiffres. Nous avons en France 5 000 appareils de réanimation, en Allemagne il y en a 15 000, les Allemands font à peu près 500 000 tests par semaine, nous en faisons 100 à 150 000 tests, donc vous voyez, on est dans une autre dimension. En plus, les ARS n'ont pas compris ce qui se passait réellement sur le terrain. Seuls les préfets qui ont l'habitude de gérer des crises, à mon avis, sont aptes à gérer ce genre de situation. Pour vous donner quelques exemples, on nous a demandé de mettre des services de réanimation ad hoc dans des établissements privés. D'ailleurs, pour le rappeler, le système privé a débuté très très tard dans la crise parce que les ARS ils n'ont pas été sollicités. Ils n'ont pas été sollicités au début de la crise et on se demande pourquoi. Parce que les ARS n'avaient pas confiance, je pense, dans le système privé ou n'avaient pas conscience que c'était. Il faut dire que les ARS sont dirigés par des inspecteurs des affaires sociales qui sortent des grands corps d'État du système public. Personnellement, dans la zone où nous étions, qui était vraiment très très chaude, nous avons fait appel directement au préfet par l'intermédiaire de mon député Olivier Becht et moi-même pour les alerter que le système ne pouvait pas fonctionner comme ça. L'hôpital débordait. Alors on a commencé à regarder un peu, à faire des transferts à l'étranger, ça coûtait cher, mais ils ne voulaient toujours pas nous laisser faire et les aider. Ça s'est passé de la même façon à la région bordelaise, où on a essayé d'armer les hôpitaux autour du CHU de Bordeaux, qui n'avaient plus fait de réanimation depuis de nombreuses années, qui n'avaient pas d'appareil, alors que des cliniques à Bordeaux, des cliniques de chirurgie cardiaque étaient prêtes, armées avec des services de réanimation, et voulaient se mettre au service de la population. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en étant dans des grandes régions complètement déconnectées du système, on ne connaît pas les besoins locaux. Donc là, vraiment, il faut apprendre à changer notre façon de faire. Il faut changer aussi notre façon de faire dans les process. On a parlé de la rééducation il y a quelques instants. OK, on a mis des filiales, comme l'a dit très bien M. Alphon, les choses se mettent en route partout. Mais quand on veut armer des services de rééducation, eh bien, il faut aussi avoir du personnel ad hoc, et de la radiologie notamment. Or, ces services de rééducation n'ont pas de service de radiologie. La preuve en est, j'ai demandé cette semaine à l'ARS de pouvoir mettre en place un appareil de radiologie dans un service de rééducation. Ils m'ont dit, mais attendez, il me faut une autorisation de l'ANSM. Comment faire? Bon, on n'a pas le choix, on n'en a pas. Donc j'ai dit, écoutez, si ce n'est pas réglé lundi, j'appellerai directement le ministre. C'est ce qu'on a fait à l'époque pour les services de réanimation. On est obligé de passer directement par la voie supérieure pour avoir ces autorisations. Donc là, je crois qu'il y a une leçon à en tirer. Il faut complètement changer notre système de gestion de la santé en France, retourner au pouvoir des préfets qui savent gérer des crises avec une organisation différente, remettre les DAS, les directions départementales de l'action sanitaire et sociale, avec à la tête un médecin et un administratif sous la direction du préfet qui sait avoir des rapports avec la gendarmerie pour faire ouvrir, comme j'ai dû faire il y a quelque temps, des entrepôts où il y avait du stockage qui était fait pour des hôpitaux parce que les entrepôts étaient fermés le week-end et que l'ARS n'avait pas fait le stock nécessaire. Donc on a dû faire péter des verrous grâce aux gendarmes pour ouvrir les dépôts, pour sortir du matériel pour permettre aux hôpitaux de fonctionner. On a géré la même chose avec les masques. Nos voisins allemands ont beaucoup mieux géré les masques, ont beaucoup mieux géré les tests. Nous avons en France un retard de prise en charge d'au moins 15 jours dans cette crise. On a eu des contrats signés au ministère de l'économie et des finances pour acheter des masques, des millions de masques, mais on était encore à voir les appels d'offres. On a dû aller actionner directement Bruno Le Maire pour lui dire, monsieur le ministre, signez immédiatement. Il a pris conscience et vote en dessous de ça. Donc voilà ce qui s'est passé. Ce retard de décision de 15 jours nous a coûté beaucoup de morts. Nous avons quand même eu en France, il faut le dire, 20 000 morts en France. Nos voisins allemands en ont 3 000. Vous avez tout à fait compris ce qui s'est passé dans notre pays. Docteur, je crois que le temps de l'analyse est encore à venir parce que il y aura encore beaucoup de choses à analyser. Et puis, de toute façon, nous sommes encore au temps de la mobilisation, je crois savoir, que ce soit du corps médical, des politiques ou l'ensemble des forces vives de ce pays. Je reviens sur une remarque à propos des masques. Il semble que l'utilisation des masques soit généralisée, mais pour autant, les masques ne sont pas disponibles.
qu'en est-il en termes, est-ce qu'il y a un véritable problème d'approvisionnement? Et d'ailleurs, ma question, je rajoute une question dans la question. Je crois savoir que les pharmaciens et les syndicats de pharmaciens se disent prêts à distribuer des masques et considèrent qu'ils sont capables d'approvisionner la population en masques. Pourtant, ils ne sont pas autorisés à le faire. Et une troisième question. Monsieur Dr Blum, une dernière question concernant les masques. Évidemment, vu la pénurie, beaucoup commencent à imaginer s'équiper et se fabriquer des masques en tissu. Comment doivent-ils procéder? Est-ce que ça va être efficace? Est-ce qu'il faut qu'ils les lavent, etc. Je sais que je fais le grand écart dans les questions, Dr Blum, mais on a parlé des masques et je crois que ça concerne tout le monde dès demain. Alors les masques, c'est vrai, les commandes sont arrivées de Chine. Nous, on a eu des choses extraordinaires. J'avais commandé des masques en Chine pour mon établissement et on m'a dit, vous ne faites pas partie de la liste. Ah, en effet, si, vous faites partie de la liste. Vous aviez accueilli il y a 2 ans une interne chinoise, donc vous êtes prioritaire. Mais les masques sont arrivés souvent en France, mais ne sont pas distribués localement. Il manque le dernier kilomètre. Là aussi, l'organisation n'est pas parfaite parce qu'on ne connaît pas les besoins locaux. Voilà ce qui nous manque en France. On a trop centralisé les problèmes de santé. Il faut décentraliser ça pour que tout le monde puisse avoir du matériel de protection. Est-ce que vous préconisez que les pharmaciens puissent distribuer des masques à tout le monde? Mais évidemment, il le faut. D'ailleurs, au départ, on nous a dit que ce n'est pas la peine de mettre des masques, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, le discours est changé, vous avez compris, au niveau du gouvernement. Il faut des masques, mais comme on n'en avait pas, eh bien, on a enfumé la population. Mais aujourd'hui, vous me parlez des masques faits soi-même avec des vieilles culottes, des vieux soutiens-gorge et autres. C'est mieux que rien, mais ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut des vrais masques qui sont fabriqués avec du papier qui est spécifique. Mais l'industrie française, pendant la guerre, s'est mise à faire des bombes dans l'industrie automobile aujourd'hui. L'industrie française doit être au service de la santé et faire des masques. Et c'est possible. Nous avons la possibilité de le faire. Maintenant, il faut le distribuer correctement au niveau local. Oui, c'est possible. Je pense même que la plupart des grands groupes français se sont mis au travail, ont réorienté certaines unités de production. Je crois que la solidarité marche, mais le défi est tellement important que bien, on a encore du mal à en voir les résultats. Il y a une question peut-être sur je vais repasser la parole au docteur Astruc parce que finalement, on voit aussi beaucoup de questions arriver de personnes qui ont un traitement régulier, qui ont peur de sortir de chez elles pour aller voir leur médecin. Le docteur Sebag en a un petit peu parlé au début de cette émission. Que pouvez-vous leur conseiller? Quels bons réflexes doivent-ils avoir lorsqu'ils sont sujets à des maladies chroniques, lorsqu'ils doivent régulièrement subir des analyses, etc., etc. Mais il faut que la population continue à se soigner, hein, c'est important, mais il faut des mesures barrières. Les mesures barrières ne vont pas s'arrêter le 11 mai. On n'est pas à la fin de la guerre de 1945, on est dans une crise qui continue. Donc ça, c'est le message clé. Les gens doivent continuer à aller voir leur médecin, surtout comme l'a dit M. Sebag, c'est important. On va trouver des gens qui vont faire des infarctus chez eux, alors qu'ils peuvent être pris en charge dans des services de clinique ou de cabinets médicaux de cardiologie. Le docteur Sebag le disait, il y a une augmentation de ces maladies parce que les personnes hésitent à se soigner. Je vais passer la parole au docteur Astruc pour peut-être aborder la question de la téléconsultation qui est une sorte de mini-révolution dans le monde médical aujourd'hui. Évidemment, elle existait, mais c'est sa généralisation et je crois bien son efficacité qui est en question aujourd'hui et qui est avérée même. Docteur Astruc. Oui, merci Gad de me redonner la parole sur ce point qui me tient vraiment à cœur et je suis content d'avoir une telle audience pour en parler. Donc effectivement, il faut aborder ce sujet de la téléconsultation sous toutes ses coutures, hein, aussi bien dans le cadre, vous l'avez rappelé, du suivi des maladies chroniques que dans le cadre d'une suspicion de Covid, c'est-à-dire moi-même, je ressens des symptômes qui pourraient être Covid et à ce moment-là, que faire? Bon, déjà, ce qu'il faut dire avant tout, c'est qu'à titre personnel, je réalise plusieurs dizaines de téléconsultations par jour et c'était quelque chose qui était totalement impensable au début de l'épidémie. Il se trouve que l'assurance maladie a annoncé récemment qu'il y a eu plus de 500 000 téléconsultations qui ont été facturées sur la dernière semaine du mois de mars.
il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est bien simple. 11% de toutes les consultations sont en téléconsultation à distance. Donc ça, il est clair qu'il y a une explosion des temps de consultation, on le constate au quotidien, et c'est vrai que c'est une excellente chose. Aujourd'hui, je tiens à dire à tout le monde, là, je sais qu'il y a beaucoup de monde, qu'il y a eu un assouplissement sur l'accès aux téléconsultations. Avant, il fallait absolument consulter le médecin dans les 12 derniers mois ou que ce soit son médecin traitant. Là, dans le cas d'une suspicion Covid-19, c'est élargi. On n'a plus besoin de passer systématiquement par son médecin traitant. Attention, à condition qu'il ne soit pas disponible. Autre mesure importante pour améliorer le remboursement de ces téléconsultations, c'est la prise en charge 100% par l'assurance maladie. Voilà, il n'y a pas de frein financier à ce niveau-là. L'assurance maladie prend en charge à 100% les téléconsultations. Le problème, Gad, si vous voulez que je vous le suggère, c'est que les gens ne savent pas quand consulter ni quand téléconsulter. C'est actuellement le problème qu'on ressent. Les gens ne savent pas quand le faire. Alors, si vous voulez, on peut essayer de porter quelques éléments. Tout d'abord, il faut distinguer deux cadres. Le cadre du suivi des maladies chroniques. Et là, je pense qu'il faut vraiment que ce message soit clair. Ce n'est pas parce qu'on doit rester chez soi, ce n'est pas parce qu'on est confiné qu'on doit arrêter tout suivi médical. Il faut continuer son suivi, surtout si on a des pathologies chroniques. Alors, la téléconsultation, elle permet, parce que c'est une peur qui est légitime, elle permet de faire cela en toute sécurité, sans prendre le risque de se contaminer en consultant. C'est-à-dire, effectivement, une personne fragile qui a des maladies chroniques, elle peut se dire « je vais aller sortir chez voir le médecin et je risque de me contaminer ». Donc, la téléconsultation, elle peut éviter cela. Vous voyez ? Donc, ça, c'est quelque chose qui est très important, le suivi des pathologies chroniques. Alors maintenant, quand on a soi-même des signes qui sont évocateurs de Covid-19, on l'a dit, ça peut être la toux, la fièvre, un simple rhume. Je pense qu'il est aussi important de téléconsulter pour faire le point avec son médecin, pour y voir plus clair, parce qu'effectivement, cette maladie permet, il y a un certain polymorphisme, c'est évident, qui fait qu'on n'est pas toujours certain d'être atteint ou pas. Et je pense que voir son médecin, ça peut permettre de faire le point à ce sujet. Alors, docteur Bodoc, vous-même qui êtes dermatologue, est-ce que vous arrivez à utiliser à bon escient la téléconsultation aujourd'hui? Non, pas vraiment, parce qu'il faut avoir vraiment une qualité d'image assez exceptionnelle pour pouvoir distinguer une tumeur de la peau bénigne d'une tumeur plus grave. Néanmoins, ça permet d'élaguer, de diminuer, et c'est-à-dire que le jour, quand il y aura une reprise, on aura moins cette pression des patients pour les voir rapidement. On peut, grâce à la téléconsultation, simplement voir les patients, vous en voir le plus rapidement par rapport à d'autres. Mais je crois qu'avec la téléconsultation, on met de côté toute une partie de la population qui a besoin de nous aujourd'hui, qui ne peut pas venir nous consulter, c'est les personnes âgées. C'est les EHPAD. Donc je crois qu'il faut accompagner cette téléconsultation avec une téléexpertise, avec des centres dans chaque EHPAD, un médecin ou alors une infirmière avec un appareil pour pouvoir communiquer. Parce que toutes ces personnes-là, les personnes âgées en particulier qui sont parfois isolées à leur domicile, n'ont pas accès à la téléconsultation. Donc c'est celle-là que nous abandonnons et c'est assez triste de voir à nos consultations toutes nos personnes âgées ne plus venir consulter. Et on sait que c'est probablement cette population qui a le plus besoin de nous parce que les formes de Covid-19 chez les personnes jeunes, c'est souvent passe tout le temps ou quasiment tout le temps inaperçu. Donc voilà, moi mon problème principalement, donc Alexis, je sais que tu travailles énormément, vous travaillez beaucoup, et docteur Astruc sur la téléconsultation, mais moi je pense que malheureusement, une partie de la population est laissée de côté et il faut qu'on prévoie de la téléexpertise, des centres de téléconsultation avec des infirmières ou des kinésithérapeutes ou des pharmaciens avec des box qui puissent nous faire des box de consultation si vous voulez. Et c'est là où on pourra avoir, avec de très bonnes images, en tout cas pour nous dermatologues, c'est là où on pourra avoir une téléconsultation efficace. Merci. Alors, j'ai une question pour le docteur Alphon. Je pense qu'il sera à même d'y répondre concernant globalement le moyen et le long terme. Nous avons parlé des tests, mais et si nous parlions d'un vaccin, peut-on espérer
un vaccin? Peut-on, pour vaincre ce virus, et quand? Et qu'en est-il en attendant des traitements possibles? Vous avez entre autres parlé de l'utilisation de médicaments déjà existants qui sont déjà approuvés et donc qui pourraient faire l'objet de traitements plus appliqués de manière plus rapide. Est-ce que les études en cours donnent de l'espoir, docteur Alphon? Alors, merci pour cette question. La première partie du vaccin, alors bien sûr que on aura besoin d'un vaccin, on aura besoin d'un traitement. Et comme dans beaucoup de maladies virales, comme par exemple l'hépatite B, on a à la fois un vaccin et on a aussi traité les patients. Un vaccin va servir essentiellement pour cette épidémie, cette pandémie dont on vit actuellement, parce qu'il va falloir faire en fait un vaccin spécifique. Peut-être que même il va falloir, comme pour la grippe, revacciner parce que le virus va muter et va évoluer chaque année. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la vaccinologie contre le Covid-19 n'en est qu'à ses débuts et à ses balbutiements. Il n'y a pas encore d'études complètement, même pas d'études cliniques qui ont démarré aujourd'hui sur un vaccin aujourd'hui. Donc, il faut savoir aussi que la possibilité d'avoir des anticorps neutralisants n'est pas complètement définie à ce jour. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, certainement, j'espère en tout cas qu'il y a beaucoup d'équipes qui travaillent, notamment l'équipe de l'Institut Pasteur qui travaille pour la fabrication d'un vaccin en Israël, aux États-Unis et en Allemagne également et en Europe. Il y a énormément de centres qui travaillent à l'élaboration d'un vaccin, mais c'est vrai qu'il va falloir certainement attendre un certain temps afin qu'à la fois les évaluations chez in vitro, chez l'animal, de ce qu'on appelle de protection réellement vont pouvoir réaliser. Et il va falloir évaluer aussi la durée de cette protection au cours du temps. Et peut-être qu'il va falloir se revacciner parce qu'il y aura des protocoles qui seront établis. Donc, tout est à faire pour la vaccination. Pour la partie traitement, comme je l'ai dit, essentiellement les médicaments qui sont utilisés actuellement sont des médicaments de repositionnement. Et un des problèmes de repositionnement, c'est qu'en fait, ils ont démontré une efficacité ou une autre dans une maladie. Et il va falloir le voir si dans une autre maladie, ils vont pouvoir être efficaces. Je reprends juste mon ordinateur, excusez-moi. Je vous en prie. Voilà, merci. Et donc actuellement, plusieurs types de médicaments sont utilisés, des médicaments antiviraux, on a parlé de la chloroquine, mais également, il y a aussi d'autres médicaments, un autre médicament qui s'appelle un médicament Remdesivir, dont on attend les résultats, qui est utilisé contre Ebola, qui n'a pas marché, avec un laboratoire américain et qui est en évaluation, dont on devrait avoir les résultats prochainement. Et puis, il y a d'autres médicaments qui ont été utilisés contre d'autres virus, comme le VIH, qui n'ont pas montré une très forte efficacité. Nous-mêmes, je développe également un nouveau médicament qui est en évaluation clinique contre le coronavirus dans 13 centres en France actuellement, qui est en phase 2. On aura les résultats prochainement. Je reviens juste sur l'évaluation médicale. C'est très important. Ce n'est pas parce que nous sommes en période de crise qu'on doit quand même bafouer tous les principes de l'évaluation médicale. Il faut bien sûr toujours évaluer avec un groupe contrôle. Et aujourd'hui, même s'il y a des choses qu'on peut dire qui n'ont pas été bien gérées dans la crise, tous les processus pour pouvoir accélérer, justement, de pouvoir faire un essai clinique, on appelle les comités d'éthique ou la NSM, ont donné des autorisations aujourd'hui en 48-72 heures pour pouvoir accélérer. Tout le système s'est accéléré, justement pour pouvoir faire correctement de l'évaluation médicale. Parce que si on ne fait pas de la bonne évaluation médicale, on ne pourra pas savoir. On vient sur la charge virale, et je connais très bien Didier Raoult, on ne sait pas si les 7 patients qui ont diminué à J6 la charge virale, c'était dû au hasard ou si c'était dû sur 7 patients. Donc, il faut vraiment l'évaluer. Et je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement est dans cette voie. Donc, je crois que pour avancer, il y a de très bons espoirs pour la vaccination. Il y a des traitements qui seront mis en place et qui sont en train d'être évalués, qui vont servir. Alors, c'est vrai qu'on a aussi un problème, c'est qu'on a de moins en temps mieux, on a moins de patients. On a une difficulté pour entrer des patients dans les études cliniques pour pouvoir évaluer actuellement parce que grâce au déconfinement, finalement, ça va mieux. Et puis les patients, dans 80% des cas, ils vont bien. Ils n'ont pas envie de recevoir un traitement, tant mieux. Donc on est aujourd'hui dans cette problématique de l'évaluation médicale, en tout cas en France, concernant les essais cliniques.
Enfin, cette dernière remarque surprend dans la mesure où il apparaît que le système, et entre autres les patients en hôpital, sont encore très nombreux. Je crois ils sont encore près de 5000 en réanimation, si ce n'est un peu plus. Alors, en réanimation, c'est ce que je vous ai dit, c'est qu'actuellement, il y a des essais cliniques qui sont en cours, mais quand les patients sont en réanimation, en fait, c'est une autre maladie. C'est la suite de la maladie. C'est la phase la plus complexe ou la plus lourde. En fait, c'est la phase en fait, de l'immunité qui est délétère et qui en fait entraîne un choc de molécules qu'on appelle nous des cytokines, peu importe, là-dessus, qui vont entraîner une inflammation au niveau pulmonaire très importante et dont là, en fait, ce sont en fait des anti-inflammatoires qui servent. Ça s'appelle des anti-IL6, peu importe le nom des molécules, qui sont utilisées, ou des corticoïdes qui sont utilisés, ou d'autres molécules qui vont servir à bloquer cette inflammation plus qu'à être un vrai traitement contre la maladie. D'accord. Alors, docteur Alphon, vous avez également relevé, avec beaucoup de modestie, que les essais en cours sont nombreux et qu'on n'a aucune garantie sur leur efficacité. Et ça, c'est extrêmement important parce que il y a aussi beaucoup d'informations qui circulent, donnant le sentiment que les vaccins existent déjà. On a, je sais pas, j'ai vu récemment une annonce dans des réseaux sociaux que Israël a déjà développé un vaccin et qui sera bientôt disponible. Évidemment, pas qu'Israël, mais dans l'absolu, il faut bien préciser à nos spectateurs que les scientifiques sont à l'œuvre, qu'il n'y a pas encore de solution et que cela va prendre du temps avant de développer un vaccin qui soit testé et dont les effets seront évalués et mesurés. Je crois que vous avez parfaitement résumé. Aujourd'hui, la société israélienne que je connais a développé un vaccin vétérinaire contre un coronavirus du chat et en fait essaie de faire justement un vaccin chez l'homme. On est en fait à la preuve aujourd'hui d'efficacité à la fois in vitro chez l'animal, n'a pas encore démarré des études cliniques. Donc je crois qu'aujourd'hui il faut être extrêmement modeste, à l'Institut Pasteur également et dans d'autres centres. Donc c'est vrai qu'un vaccin arrivera. Mais c'est comme tout, on a parfois espéré, vous savez, contre un autre virus que je connais bien, c'est le virus, le VIH, l'infection qui donne la maladie, le sida. On a attendu jusqu'à aujourd'hui un vaccin, on nous a promis un vaccin. Alors là, en fait, c'est un peu différent parce qu'il semblerait que l'infection soit immunisante et qu'on développe des anticorps protecteurs. Donc, on va certainement arriver à avoir un vaccin. Maintenant, en fait, le délai entre maintenant et X mois, j'espère, parce que la technologie va plus vite, qu'on a un savoir-faire qui est plus important pour pouvoir fabriquer un vaccin, et puis parce que le monde entier est en train de travailler sur ce sujet, certainement ça va aller beaucoup plus vite. Merci. Jean-François, quelques questions émanant de nos spectateurs en direct, là, les dernières questions qui sont apparues. Alors, il y a une tendance générale qui est très importante. On aurait cru notamment il y a quelques mois, que le sujet était jusqu'à quand va durer ce confinement, à quel moment ça va s'arrêter. Maintenant, les questions du public vont beaucoup dans un sens qui tente à penser est-ce que c'est vraiment prudent de recommencer toute activité à partir du 11 mai? Quels sont les moyens sine qua non ce déconfinement, même progressif, pose un véritable problème, un véritable danger pour les publics, notamment pour les publics à risque. Alors, peut-être une question pour le docteur Blum, la question du déconfinement qui va être progressif, mais également de l'ouverture des écoles dès le 11 mai. Alors, on imagine bien que toutes les écoles n'ouvriront pas le 11 mai, mais quel impact cela aura pour le public, parce que de toute façon, on sait bien et on a tous besoin de reprendre une activité professionnelle. Il faut tendre vers une reprise. Quelles sont donc les mesures prévues pour avancer dans ce déconfinement? Alors, comme je l'ai dit auparavant, lors de
je vous ai raconté il y a quelques instants, il faut faire attention, la guerre n'est pas terminée. Ce n'est pas le 11 mai que tout va s'arrêter. Les mesures barrières doivent continuer à exister. Il faudra mettre des masques, il faudra se laver les mains régulièrement, soit avec du savon, soit avec des solutions hydroalcooliques. Dans les écoles, le problème est chaud. J'ai écouté tout à l'heure un de nos collègues, Cohen, qui est pédiatre en région parisienne, et qui disait « Oui, je n'ai pas tellement peur des enfants, j'ai peur des enseignants. » C'est vrai, il faudra également que les mesures barrières existent entre les enseignants. Alors, ça fait peur, l'école qui reprendra le 11 mai. Mais je crois qu'il y a un problème derrière qui est plus important. C'est que si les enfants restent à la maison, d'abord, il faut les contenir. Tout le monde n'a pas de grandes maisons, il y a des petits appartements et des gens qui ont 3-4 enfants dans des 50-60 mètres carrés. Puis ensuite, il faut que la population puisse recommencer à travailler. Et si les enfants restent à la maison, les mamans ne peuvent pas travailler. Donc voilà tout ce gros problème politique qu'il va falloir essayer de résoudre. Mais je crois que le maître mot, c'est continuer les mesures barrières aussi longtemps qu'il sera nécessaire, tant qu'on n'aura pas complètement éradiqué cette pandémie. Sinon, on va se prendre une deuxième vague qui sera terrible. Donc, il faut faire attention, se laver les mains, rester à 1 mètre, 1,50 m de chacun, pas se réunir de façon fréquente, notamment nous, en tant que juifs, faire attention dans les synagogues, dans les réunions familiales, et on a fait la preuve à Pessah de ne pas se réunir dans des grands CDR communautaires. Il faut faire attention, on peut prier chacun de son côté, on peut rester de son côté en famille, mais de façon très très prudente, à 1,50 m chacun, mettre des masques, se laver les mains. Voilà les mesures qu'il faut continuer à mettre en œuvre dans les prochains temps. Merci, docteur. Est-ce que je voudrais vous poser une question en écoutant, je la pose également au docteur Alphon, en vous écoutant tout à l'heure, ai-je bien compris sur l'idée que si j'ai été infecté par le virus et que aujourd'hui je me considère comme guéri, à savoir je n'ai plus de symptômes, etc., etc. Est-ce que on peut considérer que, étant guéri, je ne peux plus soit retomber malade, soit je ne suis pas contagieux? Est-ce que vous pouvez me repréciser ces choses-là? Parce que finalement, beaucoup de gens s'interrogent sur la contagiosité après avoir été infecté plusieurs semaines après, parce que désormais, beaucoup de gens, on est à 4 semaines depuis le confinement et beaucoup de gens se sont confinés, ont peut-être eu des symptômes, ont très bien supporté les effets du virus et aujourd'hui, se demandent s'ils sont encore contagieux. Est-ce que vous pouvez préciser cela? Merci pour la question, parce qu'elle n'est pas facile. Et simplement pour vous dire que la question fondamentale, c'est que est-ce que finalement, une fois qu'on a été infecté par ce virus, on développe des anticorps? Et est-ce que ces anticorps sont protecteurs contre une deuxième vague qui pourrait survenir? Et est-ce que ces anticorps qui sont présents, est-ce qu'ils vont signifier que je suis guéri ou est-ce que je peux être encore contagieux? Donc, pour répondre à la protection, comme je vous l'ai dit, on a encore très peu de données sur ce sujet. Il y a même des études, comme vous le savez, qui tentent d'utiliser du plasma de sujets qui ont guéri, qui ont un très haut titre d'anticorps dits neutralisants pour pouvoir soigner. Il y a un essai en cours, il y a plusieurs essais en cours d'ailleurs qui tentent d'utiliser ceci en utilisant justement des hauts titres d'anticorps neutralisants. On n'a pas beaucoup de données sur ce titre d'anticorps neutralisant et en tout cas dans les tests qui sont faits et qui vont être faits, il ne sera pas mesuré. C'est quand même important. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir en fait à disposition un titre qui va être un taux qualitatif ou quantitatif pour dire c'est présent ou c'est absent. On a des anticorps ou on n'en a pas. C'est tout ce qu'on aura. On n'aura pas de notion de titre pour savoir si réellement on aura un niveau de protection qui vont pouvoir essayer de protéger contre une infection. D'autre part, ce n'est pas parce qu'on a des anticorps qu'on n'est pas contagieux. Parce qu'en fait, il se trouve que dans l'évolution de l'histoire naturelle de cette maladie, les anticorps apparaissent selon le type d'anticorps, apparaissent entre le 3e et le 15e jour après les symptômes, en général, mais il est possible que chez certains patients, la contagiosité qui est déterminée par le virus qui est porté peut être en moyenne, selon la gravité des symptômes,
entre 15 et 20 jours, voire plus chez certains patients, ce qui fait qu'à un moment donné, peuvent cohabiter à la fois la présence d'anticorps et la présence du virus. Donc c'est vrai que si on est à distance des symptômes, on va dire à 1 mois des symptômes, on peut se dire que raisonnablement, la personne n'est plus contagieuse et que si elle a des anticorps, bon, mais à ce moment-là, ces anticorps, certainement sur les données préliminaires que l'on a, seraient protectrices. Certainement, pour avancer aussi, on va certainement avoir une carte sur nous, une carte donnant une carte d'immunité. On va se promener avec ça, ou alors sur un marquage avec un iPhone ou quelque chose comme ça, qui vont nous permettre de dire, bon ben voilà, j'ai fait un test à distance d'un épisode infectieux, où j'en ai fait 2. Et pour les patients qui seraient négatifs, peut-être qu'il va falloir répéter les tests. Et donc, ça ne sera pas quelque chose, uniquement une photographie, mais quelque chose de longitudinal où les tests seront répétés, pour voir si la personne a été immunisée ou pas. Donc, j'ai bien compris, là encore, que nous n'avons aucune certitude et que de toute façon, nous serons amenés, à avancer dans le processus de déconfinement en parallèle des résultats que nous obtiendrons avec les tests, leur efficacité et leurs différentes fonctions. C'est extrêmement important que nos auditeurs puissent comprendre que même s'ils ont été malades et qu'ils se considèrent comme guéris, ils doivent continuer à respecter scrupuleusement les gestes de protection, les gestes barrières pour eux et pour les autres, leurs proches, etc. Notre rendez-vous arrive à sa fin. Je veux dire à nos spectateurs qui nous ont suivis, très nombreux, nous avons été plusieurs, presque 1500 à suivre cet événement en direct, nous sommes près de 500 encore sur Zoom à être présents. Je veux également leur dire qu'on a reçu beaucoup de questions, très et trop précises sur des situations médicales particulières et évidemment que nous n'avons pas posées, non pas parce qu'on aurait pu les poser de manière anonyme, mais parce que tout simplement il est évidemment très difficile pour des médecins de répondre comme ça dans l'absolu en fonction des situations particulières. La seule chose que je peux vous dire en écoutant nos experts, c'est que quelle que soit la question médicale que vous vous posez, vous devez contacter un généraliste, au moins celui qui vous suit d'habitude, ou bien le premier venu dans Doctolib. Prenez un rendez-vous, prenez une téléconsultation. Je crois savoir, le docteur Astruc me l'a précisé il y a quelques jours, que les généralistes sont assez disponibles aujourd'hui. Il y a une baisse des consultations et donc ils sont disponibles à votre écoute et ils sauront mieux que quiconque, y compris à distance, vous aider à prendre la bonne décision ou en tout cas avoir la bonne réaction. Je vais proposer à Alexis de faire une petite conclusion de quelques minutes pour rappeler, entre autres, j'aurais aimé vous redonner la parole, mais je pense que nous avons apporté beaucoup de réponses importantes. Je vous remercie vraiment et je remercie nos intervenants. Alexis, une question pour revenir peut-être sur les recommandations essentielles apportées par le docteur Sebag, par le docteur Bodoc, par le docteur Blum, par le docteur Alphon. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup Gad pour tout cet événement et puis merci de me donner l'opportunité de conclure. Alors je vais conclure vraiment en tant que médecin traitant, médecin généraliste que je suis. Il est important pour nous de garder le lien avec nos patients. Effectivement, la téléconsultation est une option. Par vidéo, mais aussi par téléphone. Aujourd'hui, on peut faire une téléconsultation par téléphone. Donc, c'est très important de garder le lien. Et je crois que c'est le message qui a été dit et que tu as rappelé. De préférence avec son médecin traitant, mais quand celui-ci n'est pas disponible, on peut trouver un autre médecin. Et aujourd'hui, beaucoup de médecins sont disponibles. Un résumé des messages qui ont été évoqués, il y a eu beaucoup de choses. Le premier message, c'était ne diffusez pas les fake news. Il est vrai que on peut faire des choses en respectant les gestes barrières, mais ne pas diffuser une fake news, c'est aussi quelque chose de très important et c'est quelque chose que tout le monde peut faire. On a bien sûr dit qu'on peut consulter quand on a des symptômes évocateurs de Covid, mais aussi pour son suivi habituel. On a bien sûr aussi évoqué les problèmes dermatologiques, avec notamment les mains qui peuvent être usées à force de lavage. Et le docteur Bodoc nous a bien dit qu'il fallait mettre des crèmes pour les mains. Le docteur
professeur Alphon nous a rapporté que les tests biologiques, il y avait effectivement des fois besoin de les répéter, c'était pas la réponse et il fallait pas forcément s'acharner autour de ça. Docteur Sebag nous a rappelé les patients à risque. Donc les patients à risque, même s'il y a un déconfinement, il faut vraiment qu'ils se mettent eux-mêmes en retrait par précaution parce que le virus va récirculer, ça on le sait. Docteur Blum nous a merveilleusement expliqué la situation sanitaire et politique du pays. J'aurais juste un mot pour tous nos spectateurs et je parlerai au nom de tous les médecins qui sont présents ici. Nous sommes là pour vous. N'hésitez pas à venir nous voir en consultation, à nous solliciter. Nous sommes vraiment là pour vous et merci à tous pour votre attention. Merci, docteur Astruc. Je vous remercie encore. Je remercie tous nos intervenants. Je ne peux que abonder pour garder le contact avec votre médecin. Vous pouvez, et je m'adresse à nos spectateurs, nous revoir en replay et la partager avec vos amis. Et puis je veux remercier l'AMIF, son président Bruno Aliouard, son secrétaire général Jonathan Tayeb, qui ont été à l'œuvre pour la construction de cet événement et qui sont avec vous, les membres de l'AMIF, médecins et tous les médecins partout en France qui sont mobilisés pour accompagner la population en général dans cette crise et puis évidemment la communauté juive. Donc merci beaucoup et peut-être allons-nous nous retrouver à un autre moment pour un rendez-vous à nouveau de réponse des experts. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup.